Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo sur la TVA et le secteur non marchand. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo? Ben, pas l'ensemble des aspects qui concernent la TVA et le secteur non marchand, il faudrait plus d'une journée, mais quelques éléments tout à fait essentiels. D'abord, nous allons commencer par regarder comment examiner le statut TVA des entités qui fonctionnent dans le secteur non marchand, comme les ASBL et les hôpitaux. Donc nous allons regarder quelles sont les exemptions TVA qui sont applicables, d'une part, et ensuite nous allons voir quelles sont typiquement les opérations qui peuvent être soumises à la TVA. Ensuite, nous allons voir brièvement quelles sont les obligations en matière de TVA, identification, déclaration spéciale. Et ensuite, avec quelques exemples concrets, nous allons voir comment les entités dans le secteur non marchand peuvent exercer leur droit à déduction, soit suivant la méthode du prorata général, soit suivant celle de l'affectation réelle. Et ensuite, nous allons voir que dans certains cas, notamment lorsqu'il y a des refacturations de services, de frais entre entités, on va générer une TVA non déductible. Et là, je vais vous montrer quelles sont les solutions qu'on va pouvoir envisager, l'association de frais ou l'unité TVA. Je terminerai en faisant un point rapide sur le statut des discussions sur les exemptions médicales qui sont en cours d'adaptation et en discussion au sein de l'administration actuellement. Premier petit rappel, non marchand ne veut pas dire que la TVA ne s'applique pas. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas de but lucratif, ce n'est pas parce qu'on ne réalise pas de bénéfices, ce n'est pas parce qu'on est assujetti à l'impôt des personnes morales que la TVA ne va pas s'appliquer. L'élément important, c'est examiner le chiffre d'affaires, les différents types de revenus, les différents types d'activités, et sur base de ça, on va pouvoir déterminer si des exemptions sont applicables et ainsi déterminer le droit à déduction. Si je prends l'exemple d'une ASBL, elle va pouvoir réaliser des opérations à titre gratuit, et dans ce cas, les opérations ne seront a priori pas soumises à la TVA et ne généreront pas de droit à déduction de la TVA. Attention, la TVA est une matière complexe. Il y a des situations où des opérations gratuites et qui sont liées à des opérations soumises à la TVA ne limitent pas le droit à déduction de la TVA. Ça, c'est analysé au cas par cas. Ici, je vous donne un cadre général. Mon ASBL peut réaliser des opérations payantes, et dans ce cas, elles seront normalement soumises à la TVA, donc dans le champ d'application de la TVA. Évidemment, il y a beaucoup d'exemptions qui peuvent s'appliquer dans le secteur non marchand, et donc je vais devoir déterminer si une exemption est applicable ou non. Si j'ai une exemption applicable, à ce moment-là, je ne devrais pas facturer avec TVA, et j'aurai une limitation de mon droit à déduction. Si je n'ai pas d'exemption, la TVA va s'appliquer, et je vais, a priori, pouvoir récupérer la TVA en amont. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail quelles sont les exemptions qui peuvent s'appliquer. Les premières exemptions dont on peut parler, c'est celles qui concernent le secteur médical. Donc le secteur médical est très largement exempté de la TVA, donc les médecins, les dentistes, les infirmiers, la plupart des professions paramédicales. Les prestations qui sont données dans les hôpitaux, dans les établissements de soins, le transport de malades, tout ça est couvert par des exemptions. Pour ceux qui travaillent notamment dans le secteur hospitalier, on sait que c'est pas si simple, puisque depuis un certain nombre d'années, on a vu que les hôpitaux réalisaient des opérations qui sont soumises à TVA, et donc par rapport à une pratique d'il y a un peu plus de 20 ans où les hôpitaux n'avaient pas toujours
de numéro de TVA, sauf peut-être pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens. Maintenant, tous les hôpitaux sont identifiés à la TVA parce qu'ils réalisent certaines opérations qui sont soumises à TVA. Par exemple, des études cliniques, la chirurgie esthétique non thérapeutique, et il y a d'autres exemples. Donc on a une certaine complexité à ce niveau-là, complexité qui va probablement augmenter, étant donné que les exemptions concernant le secteur médical sont en révision, et on va voir ça en fin de présentation. Ensuite, on a les exemptions qui concernent tout ce qui est l'assistance sociale, soins aux personnes âgées, maisons de repos, crèches, l'aide familiale, centres PMS, etc. Il y a beaucoup de cas. Ici, l'exemption est principalement conditionnée par une reconnaissance par l'autorité compétente qui peut se traduire notamment par l'octroi de subsides. Par exemple, reconnaissance de l'AVIC ou d'autres organismes. Autre secteur qui est largement exempté, c'est le sport. Centres sportifs, piscines, manèges. Ici, la condition pour bénéficier de l'exemption est essentiellement liée au caractère non lucratif. D'autre part, il faut qu'il s'agisse d'une véritable activité sportive, c'est-à-dire que les clubs d'échecs, les clubs de jeux de cartes ne sont a priori pas exemptés de TVA. Le secteur est vraiment mixte, puisqu'on a énormément d'activités sportives qui sont organisées par des sociétés commerciales et qui donc sont soumises à TVA, ou même des communes qui, au lieu d'organiser leurs activités sportives au travers d'ASBL sportives, l'organisent au travers d'une régie communale autonome qui a un but lucratif et donc n'est a priori pas exempté de TVA sous un ensemble de conditions. Donc on est dans un secteur ici où on va pouvoir vraiment rencontrer différents types de situations. L'enseignement, lui, est évidemment aussi très largement exempté, les écoles, les universités, mais aussi tout ce qui est formation et recyclage professionnel. Donc on a une étendue de l'exemption qui est relativement large. Condition principale, c'est le caractère non lucratif. Donc une société commerciale qui organiserait des formations professionnelles serait soumise à la TVA. Culture, là aussi, très largement exempté, tout ce qui est bibliothèque, musée, représentation théâtrale, concerts, etc. Et là aussi, le critère, c'est le caractère non lucratif qui est la condition principale. Ensuite, on a toute une série d'associations qui ont des buts philanthropiques, buts syndicaux, buts humanitaires, qui vont aussi pouvoir bénéficier d'une exemption. On pense à quoi? Les syndicats, les associations caritatives, les associations professionnelles. Donc une multitude d'ONG vont tomber dans ce type d'exemption. Attention, l'exemption est strictement limitée et normalement ne va s'appliquer que sur les cotisations qui sont payées par les membres. Et donc ces associations, si elles fournissent d'autres services qui ne sont pas des cotisations, peuvent ne pas être exemptées pour ces opérations. Une autre exemption concerne les activités de récolte de fonds, donc c'est-à-dire les manifestations qu'on va organiser 1 ou 2 fois par an pour récolter des fonds qui vont servir à financer l'activité d'une ASBL par exemple. Donc quelles sont les conditions ici? Il faut que ce soit réalisé par un organisme sans but lucratif, dans le but de financer l'activité exemptée, et qu'on n'arrive pas à une distorsion de concurrence. Et donc là, l'administration admet que si on organise jusque 4 manifestations par an pour récolter des fonds, normalement, on n'aura pas de distorsion de concurrence. Il n'y a pas non plus de plafond au
aux revenus qu'on va générer par cette manifestation. Donc en fonction du type d'association, les montants peuvent être évidemment très variables. Une exemption ici un peu technique, c'est les ventes de biens affectés à une activité exemptée pour lequel on n'a pas déduit de TVA. Je prends un exemple, une ASBL a du matériel de bureau. Si cette ASBL est complètement exemptée, n'a jamais déduit de TVA sur ce matériel, lorsqu'elle va le revendre, eh bien, elle ne devra pas appliquer de TVA. Donc ici, on est sur une exemption un petit peu technique, mais il faut bien voir qu'elle est quand même strictement limitée, puisqu'on verra que dans la plupart des cas, lorsque on va vendre des biens, normalement, on va être soumis à TVA. Une autre exemption qui concerne les groupements autonomes, qu'on peut aussi appeler associations de frais, et là j'en parlerai un petit peu plus en détail en fin de présentation. Les opérations immobilières, ici on n'est plus dans les exemptions sociales, mais sur un autre type d'exemption. Je le signale parce que toutes les entités réalisent des opérations immobilières. Soit on loue des bâtiments pour organiser ses activités, soit on va de temps en temps sous-louer des bâtiments, soit on va vendre des bâtiments, etc. Et donc là, c'est une matière qui est en TVA et en fiscalité en général particulièrement complexe, et donc on a beaucoup d'exemptions qui peuvent s'appliquer sous certaines conditions. Je cite aussi les opérations financières, comme la perception d'intérêt qui est exemptée de TVA. Voilà, donc ici on a fait un tour très rapide sur les différentes exemptions qui peuvent s'appliquer, et maintenant ce qu'on va faire, c'est regarder quelles sont les activités qui justement vont typiquement tomber en dehors de ces exemptions. Voilà, dans le tableau, j'ai repris ce qu'on peut appeler les usual suspects, c'est-à-dire une série d'activités qu'on va rencontrer dans le secteur non marchand et qui vont être soumis à TVA parce qu'il n'y a pas d'exemption spécifique applicable. L'ORECA, et là on peut penser typiquement au cafétéria dans un centre culturel, dans un centre sportif ou dans un hôpital. L'exploitation de la cafétéria sera normalement soumise à TVA, sauf sous certaines conditions. Si l'activité est très limitée, on va toujours pouvoir rester dans un champ d'exemption TVA. En ce qui concerne les ventes de biens, on l'a vu, dans la plupart des cas, les ventes de biens vont être soumises à TVA. On peut penser par exemple à une ASBL sociale qui va produire des fruits et légumes avec les personnes dont elle s'occupe. La vente de ces fruits et légumes sera normalement soumise à TVA. On peut penser aux ventes de médicaments à des patients non hospitalisés par les hôpitaux, c'est soumis à TVA. On peut penser aux boutiques qu'on peut retrouver dans un musée. Normalement, les ventes vont être soumises à TVA. Il y a toujours des petites tolérances possibles, mais donc on voit tout ce qui est vente de biens, ça doit attirer votre attention. On est normalement soumis à TVA. Fourniture de services. On peut prendre l'exemple du sponsoring, c'est-à-dire, par exemple, une ASBL va faire appel à des sociétés commerciales pour du financement, mais ces sociétés vont demander une contrepartie en termes de visibilité, c'est-à-dire de la publicité, en d'autres mots, et dans ce cas-là, on sera normalement soumis aussi à la TVA. On peut penser au cas d'une ASBL qui va réaliser une étude pour une autre ASBL et qui va facturer le montant de cette étude. Normalement, la TVA va s'appliquer. On peut aussi penser aux études cliniques dans les hôpitaux. Les hôpitaux vont donc facturer les sociétés pharmaceutiques avec application de la TVA. Un autre cas très fréquent dans le secteur non marchand, c'est tout ce qui est refacturation de frais, refacturation de salaires entre entités. Là aussi, ce qu'on doit regarder, c'est qu'est-ce qu'on est en train de facturer. Généralement, ce sera un service comme du support administratif, et la TVA va, en principe, s'appliquer.
Secteur immobilier, on peut penser aux parkings payants dans les hôpitaux, qui normalement sont soumis à TVA, avec certaines tolérances possibles. Un autre cas intéressant, c'est tout ce qui est location d'immeubles pour une période de 6 mois maximum. La TVA est normalement d'office d'application, sauf si l'utilisateur est un particulier ou une ASBL exemptée de TVA. Mais donc si on loue une salle par exemple à une société commerciale, la TVA va s'appliquer. On a aussi les locations d'entrepôts qui peuvent être soumises à TVA. En immobilier, il y a plein d'autres situations envisageables, évidemment. Maintenant, on va regarder très brièvement quelles sont les obligations en matière de TVA pour une ASBL. Je prends un exemple ici d'une ASBL qui a une activité sociale exemptée de TVA. A priori, pas d'obligation de s'identifier à la TVA. Cette ASBL fait appel à un consultant informatique français qui lui envoie une facture. Mon ASBL belge devra s'identifier à la TVA en Belgique pour payer la TVA sur les services qui sont facturés par le consultant français. Et là, on peut passer par ce qu'on appelle une déclaration spéciale à la TVA qui va uniquement servir à payer de la TVA. C'est un cas qu'on voit aussi lorsque on fait des acquisitions intracommunautaires de biens et qu'on va dépasser le seuil de 11 200 €. Ensuite, mon ASBL va fournir des services de support à une autre ASBL pour 12 000 € par an. Dans ce cas-ci, elle va pouvoir bénéficier du seuil de 25 000 € en dessous duquel on peut opter pour ne pas appliquer la TVA. Donc mon ASBL ici ne sera pas obligé de facturer de la TVA sur ses prestations. Si maintenant cette ASBL facture ses services pour 27 000 €, là elle devra s'identifier à la TVA avec un numéro de TVA normal, ce qui lui permettra aussi de récupérer une partie de la TVA qu'elle supporte sur ses frais. Bon, ici, j'ai fait un exemple qui est très résumé. Il faut regarder tout ça évidemment plus en détail, mais c'est simplement pour attirer votre attention sur la notion de paiement de la TVA sur les services qui viennent de l'étranger, possibilité d'appliquer le seuil de 25 000 €, et lorsqu'on dépasse le seuil, obligation normalement de s'identifier à la TVA. Voilà, maintenant on va regarder quelles sont un petit peu les méthodes de déduction qu'on va pouvoir utiliser dans le secteur non marchand, où la plupart des entités sont des assujettis mixtes, c'est-à-dire qui ont des activités soumises à TVA et des activités exemptées de TVA, principalement. Premier exemple. J'ai ici une ASBL qui exploite une salle de spectacle. Elle a des recettes pour les tickets de 120 000 € par an, des abonnements pour 180 000 € par an. Sous la caution de salle, 40 000 € en exemption TVA, 50 000 € avec application de TVA. Je vous rappelle ce que je vous ai expliqué, donc en fonction de l'utilisateur, la location sera soumise ou pas à l'application de la TVA sur les locations court terme. Elle exploite une cafétéria qui fonctionne bien, 125 000 € de recettes soumises à TVA. Elle reçoit des subsides de fonctionnement pour 75 000 €. Donc on voit ici que j'ai des recettes qui sont exemptées de TVA, des recettes avec TVA, et d'autres revenus qu'on va considérer comme hors du champ d'application de la TVA, qui sont les subsides. Et donc mon ASBL est un assujetti mixte. Comment est-ce que je vais calculer mon droit à déduction pour cette ASBL? Première méthode que je vais pouvoir utiliser, c'est ce qu'on va appeler le prorata général.
Et le prorata général est un pourcentage de déduction qu'on va appliquer sur l'ensemble des coûts, donc sur l'ensemble de la TVA qu'on paye à ses fournisseurs. Et ce prorata général est basé sur le chiffre d'affaires. Je vais prendre mon chiffre d'affaires soumis à TVA, 175 000 euros, que je vais diviser par mon chiffre d'affaires total, duquel je vais exclure mes subsides. Et ici, j'arrive à un pourcentage de 34% que je vais pouvoir appliquer sur l'ensemble de mes opérations. Autre méthode, c'est ce qu'on va appeler la méthode de l'affectation réelle. Et dans ce cas-là, en fait, on va essayer d'affecter chaque coût à un secteur d'activité. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, récupérer 100% de la TVA sur tous les coûts qui sont liés à l'exploitation de ma cafétéria. Activité soumise à TVA. Je vais récupérer 0% de la TVA sur mes coûts qui sont liés à l'organisation des spectacles. Exemption de TVA. Et ensuite, je vais calculer des pourcentages spéciaux pour déterminer le montant que je vais pouvoir récupérer sur d'autres types de frais. Ici, j'ai une activité qui est liée à l'exploitation de ma salle, donc je peux récupérer une partie de la TVA sur les coûts qui sont liés à ma salle. Ça peut être les frais de rénovation, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Je pourrais imaginer un pourcentage qui est basé sur le nombre d'heures d'utilisation de la salle. C'est une possibilité. Ensuite, j'ai tous mes frais généraux, c'est-à-dire les frais administratifs de l'ASBL. Là, je vais utiliser un autre pourcentage qui souvent va être calculé un petit peu de la même façon que le prorata général. Donc on voit ici qu'on est sur une méthode de déduction qui est déjà très complexe, du fait que j'ai des activités qui sont exemptées, des activités soumises et des secteurs d'activité qui peuvent être différents. Ma cafétéria, ma salle, etc. Petite remarque, ici on a montant de subside, donc on voit dans mon exemple que ça n'a pas d'impact sur le droit à déduction. La réalité n'est pas si simple. L'administration va dans certains cas essayer d'utiliser le montant des subsides pour limiter la déduction si le fait de ne pas en tenir compte menait à une distorsion qui ne serait pas du tout objective. Je pourrais penser par exemple à une ASBL qui n'aurait quasi pas de recettes ici, parce qu'elle serait très fortement subsidiée et qui n'aurait que des recettes de sa cafétéria, par exemple. Dans ce cas-là, on devrait imaginer probablement autre chose, et l'administration forcerait la SBL à utiliser l'affectation réelle et à tenir d'une certaine façon compte des subsides, peut-être dans certains types de prorata. Et c'est là qu'on rentre dans des situations qui sont nettement plus complexes. Petite remarque ici, je pense que l'affectation réelle pourrait être plus intéressante si il y a des investissements importants dans la cafétéria, parce qu'alors je pourrais récupérer 100% de la TVA sur ces investissements. Donc il faut toujours regarder quelle est la méthode la plus avantageuse en fonction des investissements réalisés, en fonction aussi de la réalité opérationnelle, et aussi en fonction de ce qui est faisable. Ici, on est sur une méthode simple. Ici, on est sur une méthode qui est beaucoup plus complexe et qui va demander un suivi en termes de comptabilité qui va prendre beaucoup plus de temps, évidemment. Autre exemple, je prends l'exemple d'un hôpital. C'est un exemple qui est très simplifié.
J'ai des recettes de soins qui sont facturées aux patients hospitalisés pour 10 millions d'euros, exemption de TVA. J'ai des recettes liées à la chirurgie esthétique pour 5 000 euros, des études cliniques pour 10 000 euros, ma cafétéria soumise à TVA qui a des recettes de 100 000 euros, mon parking 50 000 euros, et je reçois des subsides pour 3 millions d'euros. Je vais pouvoir appliquer le prorata général, même méthode de calcul. J'arrive à 2% que je pourrais appliquer sur l'ensemble de mes coûts. C'est une approche possible, mais il faut savoir que l'administration a tendance à critiquer cette approche, étant donné qu'elle est trop générale, puisqu'on va pouvoir en fait récupérer 2% de la TVA, même sur des salles de soins pour les patients, etc. Et donc l'administration régulièrement va imposer l'application de l'affectation réelle dans le secteur hospitalier. Et là, je vais pouvoir récupérer 100% de la TVA sur les coûts liés aux activités avec TVA, c'est-à-dire la construction de mon parking par exemple, les frais liés à la cafétéria, 0% sur tout ce qui est activité exemptée, donc c'est-à-dire probablement la majorité de mes activités, et ensuite je vais calculer plusieurs petits proratas spéciaux pour déterminer la déduction sur mes frais généraux, sur certaines parties de l'immeuble, etc. Et on va souvent rentrer dans des méthodes relativement complexes. Voilà, ici on a vu donc deux exemples. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est que dans le secteur non marchand, du fait de l'application des exemptions combinées avec le fait qu'on a des opérations qui sont soumises à TVA, eh bien, je vais très souvent me retrouver avec des méthodes de déduction de TVA compliquées et qui sont en fait plus compliquées que, pour la plupart, des sociétés commerciales. Maintenant, je vous propose d'examiner une problématique très courante dans le secteur non marchand, c'est ce qui concerne la refacturation de frais, de services entre différentes entités. J'ai un exemple ici, deux ASBL exemptés de TVA, l'ASBL Liège, l'ASBL Namur. L'équipe de Liège facture des services de support IT à l'ASBL Namur. L'ASBL Namur facture du support avec son équipe marché public vers l'ASBL Liège. Qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion? J'ai une TVA qui va être due, j'ai pas d'exemptions particulières qui sont applicables. Ici, mes refacturations sont basées finalement sur le salaire des personnes qui travaillent soit à Liège, soit à Namur. Et donc, je vais générer une TVA sur ces salaires. Et donc ici, je vais créer une charge de TVA de 14 700 euros. Comment est-ce que je vais pouvoir limiter cette charge de TVA? Il y a quelques solutions qui sont envisageables que nous allons voir maintenant. Première solution à laquelle je peux penser, c'est la création de ce qu'on va appeler une association de frais en indivision, c'est-à-dire sans personnalité juridique. Comment est-ce que ça va fonctionner? Et ici, attention, c'est un schéma qui est simplifié parce que les associations de frais sont des structures relativement complexes. Les associations de frais sans personnalité juridique ont un caractère qui est un petit peu artificiel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter des coûts dans cette association de frais, et typiquement les salaires du personnel qu'on va considérer comme étant communs, donc c'est-à-dire l'équipe IT de Liège, l'équipe marché public de Namur. Ces personnes vont être fictivement considérées comme étant sur le payroll de mon association de frais,
Et vous voyez, j'utilise des mots ici fictivement considérés comme. C'est ça qui crée toute la difficulté aussi avec ce genre de structure d'association de frais, puisque elle n'existe finalement que pour les besoins de la TVA. Une fois qu'on a injecté les coûts de salaire dans mon association de frais va pouvoir refacturer ces différents services, donc le support marché public et le support IT, en exemption de TVA. Et donc, j'évite avec ce système la TVA de 14 700 € qu'on avait vu sur le slide précédent. Deuxième option que je peux envisager, création d'une association de frais avec personnalité juridique. Ici aussi, c'est un exemple simplifié. Personnalité juridique, c'est-à-dire que je vais créer une nouvelle entité. Donc ici, je crée une ASBL que je peux appeler support. Cette ASBL va avoir son propre personnel, c'est-à-dire qu'on envisagerait que l'équipe IT et l'équipe marché public soient incorporées sur le payroll de cette ASBL. Ensuite, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient remplies, cette ASBL va pouvoir fonctionner comme une association de frais vis-à-vis de ses membres et leur facturer des services en exemption de TVA. Bon, il s'agit bien évidemment d'un exemple pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Il est clair que on ne va pas créer ce type de structure et transférer du personnel, ce qui a toutes sortes d'autres conséquences pour des montants en jeu tels que ceux que je vous ai montrés dans mon exemple. Les ASBL qui fonctionnent comme association de frais et donc avec personnalité juridique sont par exemple intéressantes si j'ai une structure qui se crée pour fournir par exemple du service marché public, IT, à plusieurs hôpitaux ou à plusieurs entités dans le secteur non marchand. Et là, ça se justifie tout à fait de créer ce genre de structure. Autre option que je peux envisager, c'est l'unité TVA. Bon, il y a toutes sortes de conditions nécessaires pour créer une unité TVA, et notamment pour le faire, je vais devoir démontrer des liens étroits sur le plan financier, économique, etc., entre les différents membres d'une unité TVA. Ici, mon ASBL Liège et mon ASBL Namur. À partir du moment où je crée une unité TVA, toutes les opérations qui sont réalisées entre les membres au sein de l'unité TVA échappent à l'application de la TVA. Et donc, il n'y a plus de TVA facturée entre mes deux ASBL, et donc je ne vais pas générer ce coût de TVA non déductible pour chacune des ASBL. Donc là, vous voyez, on a vu un petit peu les trois schémas qu'on peut envisager de façon très simplifiée, mais disons que ce sont vraiment les solutions auxquelles il faut penser si vous êtes confronté à des refacturations entre entités qui génèrent une TVA non déductible. On peut essayer de faire un essai de comparaison entre les différents schémas existants. Ici, j'ai repris un petit peu les conditions ou les propriétés spécifiques de l'unité TVA et des associations de frais. En termes de membres, pour une unité TVA, il faut que mes membres soient assujettis. Ils peuvent être exemptés ou non, donc je peux avoir des sociétés commerciales en tant que membres. Dans une association de frais, mes membres doivent être assujettis, mais je peux aussi avoir des non-assujettis à la TVA. Donc ça,
ça peut être utile si je travaille par exemple avec certaines entités publiques qui ne sont pas du tout assujetties à TVA. Dans une unité TVA, les membres peuvent être 100% exemptés ou pas. Dans une association de frais, j'ai une condition, c'est que tous mes membres doivent être exemptés au minimum pour 50% de leurs activités, ou non assujettis pour minimum 50% de leurs activités. On l'a vu, pour créer une unité TVA, je dois avoir des liens entre les membres. En ce qui concerne l'association de frais, je ne dois pas avoir de lien spécifique, mais je dois être plutôt dans un même secteur d'activité. Dans une unité TVA, je vais pouvoir réaliser des livraisons de biens et des prestations de services en échappant à la TVA. L'association de frais va fonctionner uniquement pour des prestations de services. Dans une unité TVA, je vais pouvoir utiliser une marge commerciale, tandis que dans une association de frais, qui est en fait un mécanisme de répartition des coûts, je vais travailler plus ou moins à prix coûtant. Alors pour une unité TVA, je dois déposer un dossier sur lequel l'administration va se prononcer. Pour les associations de frais, je dois simplement informer l'administration. Dans les unités TVA, j'ai aussi un mécanisme de responsabilité solidaire entre les membres de l'unité sur les dettes TVA. Ce défaut, je dirais, n'existe pas dans les associations de frais. Donc ici, on voit un petit peu les différents modèles, etc. Et donc, il faudra vraiment examiner au cas par cas quelle est la meilleure approche envisageable. Personnellement, je suis souvent plus favorable à l'unité TVA lorsqu'elle peut être mise en place, c'est-à-dire lorsqu'on peut rencontrer les conditions de liens financiers, économiques et opérationnels. Pourquoi ? L'unité TVA est une structure qui est très bien cadrée, solide et plus sûre, à mon avis, au niveau juridique et au niveau fiscal. On a moins de chances de faire des erreurs et donc finalement de ne pas respecter correctement les conditions. Certainement en ce qui concerne, en comparaison, je dirais, avec les associations de frais en indivision, qui ont ce caractère un petit peu artificiel, puisqu'on doit injecter des coûts, et si on veut respecter correctement l'ensemble des prescrits de l'administration repris dans la circulaire de 2016 sur les associations de frais, ça peut devenir relativement complexe, surtout si on veut injecter des coûts autres que des salaires dans cette association de frais. Donc, c'est pour ça, l'unité de TVA, si elle peut être créée, c'est relativement simple à faire fonctionner. L'association de frais, ça fonctionne bien, mais attention, il y a tout un formalisme derrière qu'il faut suivre relativement précisément pour rester dans les conditions d'application. Ici, j'ai repris une réponse d'Alexander De Croo à une question parlementaire qui parlait des relations entre hôpitaux. Et donc, ce qu'il signale, c'est que, étant donné que les hôpitaux vont avoir de plus en plus de relations entre eux, Alexander De Croo signalait qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, constituer des unités TVA ou des associations de frais. Donc on voit vraiment ici de nouveau les deux schémas qui sont mis en avant par le ministre. Pour terminer, je vous propose de faire le point sur le statut des exemptions qui touchent le secteur médical. D'abord un petit rappel chronologique. Décembre 2019, la Cour constitutionnelle a annulé plusieurs dispositions de l'article 44 qui touchent l'exemption aux prestations de soins au secteur médical en général. L'administration de la TVA s'est retrouvée très mal prise
par rapport à cet arrêt, étant donné qu'il faut modifier le code TVA pour se conformer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans ce cadre, un projet de loi a été déposé en juin 2020. Ce projet de loi et le débat sur ce projet de loi a été reporté en septembre, dans la mesure où il n'y avait pas d'accord politique. Donc le débat est toujours en cours, et aujourd'hui, il y a un nouveau texte en préparation, qui devrait sortir cette année. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ? Eh bien, l'administration de la TVA est obligée de se rallier à l'arrêt de la Cour constitutionnelle et aussi de suivre les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne. Cette jurisprudence va dans le sens d'une interprétation stricte des exemptions à caractère médical. Et donc, on irait vers un schéma où l'exemption ne serait applicable que s'il y a un objectif thérapeutique. S'il n'y a pas d'objectif thérapeutique, on ne pourrait pas bénéficier d'une exemption TVA. Et ça, c'est une interprétation beaucoup plus stricte que ce qui s'applique jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les aspects qui pourraient être touchés ? On peut penser à l'expertise médicale, qui n'a pas directement un but thérapeutique, des examens médicaux sans but thérapeutique, la délivrance de certificats, des fonctions administratives des médecins dans les hôpitaux, collaboration entre hôpitaux, donc on en a parlé, médecins légistes, certains services aux patients hospitalisés qui ne sont pas des services médicaux en soi. Donc il y a toutes sortes d'éléments qui pourraient être touchés. Alors, il est certain qu'il va y avoir des compromis, des tolérances, mais le projet est en cours. Et donc on doit suivre ça de près, et ce qui est certain, c'est qu'on va rajouter, malheureusement, une couche de complexité en ce qui concerne la gestion de la TVA dans le secteur médical, et notamment dans le secteur hospitalier. Donc une affaire à suivre de très près. Vous le voyez, la TVA est une matière complexe dans le secteur non marchand et qui est toujours en évolution. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux cerner certains de ces aspects et de pouvoir identifier certains risques éventuels auxquels vous pourriez être confronté. Si vous avez des questions, mon adresse mail se trouve ici en dessous. Merci à vous, au revoir.